Et pourtant, quand on les écoute, ils ne sont pas satisfaits, ou bien de leur vie, ou du monde dans lequel ils vivent. Donc, s'ils ne s'expriment pas et qu'ils ne sont pas satisfaits, leur besoin, c'est de s'exprimer. Chose qui est envisagée à l'école, au bistrot aussi, avec toujours plus ou moins de sérieux. Voilà, donc aujourd'hui on essaie avec tous ces mots, avec tout ça, de visiter, d'explorer le champ lexical, le mode d'expression de l'être humain, le langage. Voilà, et pour parler, il faut, comme pour marcher, faire un pas en avant. Ce pas en avant, vous l'avez fait aujourd'hui en venant parler de la paix ou écouter parler de la paix, c'est déjà un pas en avant. On est déjà content, on est nombreux. Pour moi, on est nombreux. Réunir des gens pour parler de la paix, c'est pas facile. Aujourd'hui, nous sommes nombreux et heureux. Voilà, pour commencer. Maintenant, je voudrais vous expliquer une chose dont nous avons pris conscience ensemble, qui vient d'une croyance, on va le dire. C'est celle qu'une chose, on peut prouver qu'elle existe à partir du moment où on est capable de la décrire. Si jamais c'est pas clair pour vous, je vous demande de me faire préciser. C'est-à-dire que pour un objet, même à distance, par téléphone, si on décrit un objet, la couleur, la forme, la personne de l'autre côté du fil peut nous croire. Oui, c'est vrai, ça existe, j'ai déjà vu, c'est possible. Les valeurs morales, ah oui, les valeurs morales. Morales, c'est un mot qui fait peur aujourd'hui. Un mot, rien que le mot moral, tout le monde fuit. Enfin, surtout les jeunes. On ne sait pas pourquoi. On se demande. Alors que morale, c'est la morale, c'est l'abstraction des règles. C'est des règles abstraites qui gèrent notre vie. Alors, pendant longtemps, on essayait d'impliquer la population dans la morale. Souvent, il est vrai, un peu sans demander d'avis, sans consulter. Mais il se trouve que les valeurs morales, pour qu'elles existent, elles ont besoin qu'on parle d'elles. Elles ont besoin qu'on les évoque, qu'on les décrive. Que chacun fasse un effort pour décrire ce qu'il perçoit des valeurs morales. Qu'est-ce que c'est une valeur morale? Et la paix, à notre sens, c'est la valeur morale prioritaire. Donc, aujourd'hui, on va vous consulter. On vous consulte déjà en vous invitant à vous exprimer. On vous a consulté pour les listes de mots. Et maintenant, on se concerte. Le but, c'est d'essayer d'avoir un reflet, une description plus globale de comment les gens voient la paix. Alors, par exemple, il y a des mots qui sont affichés avec un ordre de priorité en fonction de leur citation, du nombre de citations. C'est le reflet d'aujourd'hui. Voilà. Moi, personnellement, je mets la paix en haut. Pourquoi je mets la paix en haut? Parce que c'est un objectif. Et puis que parmi les objectifs, c'est celui que j'ai trouvé le plus universel. C'est-à-dire qu'il convient à tous. Donc, je me le suis personnellement donné comme objectif. Aller vers la paix. Un objectif, c'est quoi? Un objectif, c'est, on prend le dictionnaire, la définition est obscure, parce qu'elle nous présente des choses qu'on pourrait croire inverses. C'est-à-dire que, quand on dit objectif, ça veut dire faire abstraction de soi. Mais ça veut aussi dire un but. Donc, pour atteindre un but, finalement, il est bon de faire abstraction de soi. Des objectifs, tout le monde en a. Tout le monde.
Mais peu de gens n'en ont, on va dire, qu'un. Peu de gens en mesurent l'importance des objectifs qu'ils poursuivent. C'est-à-dire que les objectifs, souvent, sont devant nous. On se lève le matin, c'est pour travailler. Si on va travailler, c'est pour gagner sa vie. Si on gagne sa vie, c'est pour pas mourir, mais c'est aussi pour vivre de plaisir, pour consommer, pour tout ça. Tout ça, ce sont des objectifs que, habituellement, les gens passent de l'un à l'autre, les empilent, reviennent en arrière, mais sans vraiment de priorité. Nous disons que la priorité n'est pas durable. Moi, quand j'étais jeune, on me parlait beaucoup, on me disait « tu es instable ». Pourtant, depuis que j'ai 7 ans, la première fois, c'était en lisant Michel Strogoff. Ça y est, j'ai mordu dans la paix. Je dis finalement, quelqu'un qui cherche la vérité, qui dit la vérité, il gagne. Cet objectif-là, je ne l'ai pas lâché. Moi, aujourd'hui, j'ai joint la vérité avec la paix. Parce que si encore aujourd'hui des gens doutent que la paix soit nécessaire à tous, ils ne seront pas là, à mon avis, pour en parler longtemps. Donc, cette priorité, il y a des méthodes pour la garder. Il y a des méthodes pour l'atteindre. Mais la meilleure des méthodes, c'est l'engagement. De la même manière, par exemple, qu'on l'a fait aujourd'hui en venant dans cette salle. Je disais tout à l'heure, je dis peut-être, nous sommes responsables de quelques promenades dans les bois qui ne sont pas faites, et pourtant, Dieu sait si elles sont bonnes pour la paix. Mais la paix, elle est encore plus forte quand on est en groupe et qu'on s'engage ensemble. La paix, c'est un engagement, je rappelle le consensus de tout à l'heure. Le consensus, c'est aussi un engagement. Donc, quand on se réunit, on cherche à s'engager ensemble pour une direction commune et qu'on souhaite commune à l'humanité. Voilà, donc paix, consensus, priorité, engagement. Après, il y a beaucoup d'autres mots. Et après l'engagement, il y a un mot qui est lourd, qui s'appelle responsabilité. Parce que quand on s'engage, on est responsable devant le groupe. Et nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables de absolument tout ce qui se passe aujourd'hui. Même si notre responsabilité n'est pas directement prouvée. Nous sommes responsables par un avantage qui est souvent rapporté dans la population quand on parle de liberté, on parle souvent de libre arbitre. Libre arbitre. Beaucoup de choses. La liberté, le discernement. Donc on exerce notre libre arbitre pour nos choix. Pour nos choix. À savoir que nos choix, on en fait quotidiennement, mais on a des choix qui sont plus marqués. Par exemple, si on choisit, quand on est enfant, une formation professionnelle, c'est pas le même que si on choisit entre café au lait ou café noir. Donc, on remarque qu'il y a des choix qui marquent plus profondément notre vie. Et ces choix sont issus de notre libre arbitre. Tous. Et au nom de ça, la liberté fait partie donc des valeurs prônées par la France et les Français, si j'ose le dire. Parce que la liberté ici semble quand même avoir une importance assez, pour moi, démesurée. Dans le sens où une liberté sans responsabilité peut nuire. Donc le libre arbitre, on peut l'exercer aussi d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il y a une manière de se prémunir contre les mauvais usages. C'est-à-dire user du libre arbitre, par exemple pour choisir entre deux mauvaises choses,
On peut l'exercer, oui, mais les deux choses restent mauvaises pour autant. Donc, dans l'ordre des priorités, si on accepte qu'il est nécessaire d'avoir un ordre des priorités, eh ben, on peut utiliser notre libre arbitre. Par exemple, faut-il mettre la liberté avant la paix? C'est une grande question. Je ne sais pas si des gens ont un avis là-dessus. Moi, personnellement, j'ai réfléchi un peu. Je peux pas. Mais je sais que ça existe. Donc, si des gens peuvent défendre la liberté, avant la paix, je suis preneur. C'est un challenge intéressant. Donc, il n'y a pas apparemment d'opinion non sur la liberté particulière, la relation à merci. Si quelqu'un peut amener le livre, peut-être je peux me déplacer. C'est qui va intervenir? Oui, Jean-Claude, j'y vais. Non, oui. Alors voilà, je vais prendre des exemples concrets. La conception de la liberté n'est pas la même partout. Par exemple, j'ai lu hier un journal qu'aux États-Unis, la liberté, par exemple, c'est que les enfants peuvent être porteurs d'armes. Et vous savez qu'aux États-Unis, il y a énormément de gens qui ont sur eux des armes. Et on vient d'accorder l'autorisation aux plus de 13 ans, non pas d'utiliser des fusils de chasse, mais des revolvers. Alors la liberté, c'est quelque chose de formidable quand elle va dans le sens de l'épanouissement individuel. La liberté, c'est comme ça qu'on la comprend. Mais elle peut être complètement pervertie, la liberté. Alors, dans notre histoire de notre République française, il y a quand même quelque chose de formidable, c'est qu'à côté de la liberté, il y a un mot qui lui est opposé, c'est l'égalité. Apposé. Un mot qui est apposé, peut-être. Apposé, oui, à côté, mais en même temps qui a un sens opposé, parce que la liberté devient difficile quand il faut tenir compte de l'égalité de son voisin. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut donner des limites à la liberté pour respecter son voisin. La liberté, si je peux me permettre, la liberté commence là où c'est les voisins, ça reste. Voilà. Alors, dans l'histoire de notre République, nos ancêtres républicains ont eu cette formidable idée d'accoler, alors d'apposer, je suis d'accord avec toi, ces deux mots, qui sont complètement, quand on y réfléchit bien, antagonistes. Je pense que je me fais comprendre. Alors heureusement, nos vieux républicains ont ajouté un troisième mot pour faire prendre la mayonnaise, c'est fraternité. Et grâce au ciment de la fraternité, eh ben, on peut arriver ensemble, à vivre ensemble, libres et si possible respectueux et égaux. Voilà la petite apport que je voulais mettre dans ton... Madame, Merci Jean-Claude. Oui, Madeleine? Attention au nœud. Madame là-bas, avec les lunettes. D'accord. Alors. Oui, eh bien, à propos de la liberté, j'apprécie tout à fait ce que ce monsieur vient de nous dire, mais en n'allant pas aussi loin dans le terme liberté, de tout temps les hommes se sont battus pour la liberté, si on en revient à la Révolution française, pour être plus heureux parce qu'ils étaient opprimés par des êtres qui voulaient les avilir. Alors je pense que le mot liberté engendre forcément la paix. Quand on est libre de penser, de faire ce qu'on veut faire, sans pour autant faire des bêtises comme on en voit aux États-Unis. Les enfants qui ont des armes, ça on voit quand même pas ça en France, puis dans tous les autres pays. Mais le mot liberté, quand même, pour moi, engendre la paix.
Merci. Oui, bien sûr, et c'est pour ça qu'il est inscrit dans les mots. Et ce que Jean-Claude ou Laurent exprimaient, c'était que liberté tout seul, ça peut amener des dangers à ne pas respecter l'autre. Donc, liberté pour la paix, oui, mais pas tout seul. C'était ça l'idée, hein, je crois. Bon, mais je vais reprendre le fil, si c'est possible. Ah, encore? Oui. Moi, je dirais juste en fait, qu'avec la liberté, ce qui joue en fait, à faire attention qu'à soi ou à l'autre, je trouve qu'après, c'est l'éveil à la conscience. C'est-à-dire, je suis libre, mais si je suis éveillée à la conscience de l'autre, et bien à ce moment-là, j'agis librement, mais avec le souci de l'autre. Et je trouve que là, la liberté, elle est une autre notion que juste penser à soi. On va venir à ça. Moi, je vais reprendre des choses doucement. J'ai entendu déjà, la liberté, ça dépend comment on la conçoit. Comment on la conçoit. Moi, je ne la conçois pas, parce que justement, je la situe dans le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est quelque chose, nous naissons avec. La liberté, elle s'exprime par notre libre arbitre, notre capacité à choisir. D'accord? Donc, le reste, c'est pour moi issu déjà de jugements personnels. C'est-à-dire, dans tout ce que j'entends, j'ai entendu beaucoup d'appréciations, mais toujours très personnelles. Alors que, toujours pareil, si je mets la paix en priorité, je dois penser au consensus. Donc, moi personnellement, je suis très satisfait qu'il y ait la liberté dans les valeurs prônées par la France ou autres, parce qu'il y a d'autres gens qui prônent la liberté. Et je pense que chaque valeur, ce qui est important, c'est de mettre un lien. Pour moi, la paix, elle vient par le lien. C'est-à-dire qu'il y a des priorités, mais aussi une nécessité de lien. Donc j'ai moi aussi passé du temps à essayer de relier liberté, égalité, fraternité. J'ai aucun problème pour lier ça, mais j'ai une condition. C'est-à-dire que je mets la paix au-dessus. C'est encore une histoire de priorité. Si je mets la paix au-dessus, j'arrivais à quelque chose de très simple. Alors, la fraternité, c'est quelque chose qui implique la famille. Quand on dit mon frère, ma sœur, en général, chez nous particulièrement, on s'adresse à la famille. Si une personne s'approche de la fraternité et qui décide de l'adresser à un autre membre que sa famille, ça veut dire qu'il accepte une dimension qui existe dans la dimension familiale. Ça ne veut pas dire juste « j'accepte que tu existes ». La famille, c'est quelque chose, c'est le premier groupe humain dans lequel nous pouvons nous exprimer et apprendre à vivre en paix. J'exprime ça depuis longtemps. Énormément de gens me rigolent au nez. Ils me disent la famille, c'est une source à problème. Quel dommage. Parce que finalement, si on considère la famille c'est le lien proche. C'est-à-dire que c'est des gens, les gens de votre famille, ce sont des gens qui vous connaissent. Ce sont des gens qui ont un lien indivisible. Il y a toujours une trace, il y a toujours, même si les gens sont séparés depuis longtemps, on ne peut pas oublier. D'ailleurs, j'ai l'oreille qui siffle. Peut-être est-ce parce que je n'ai pas vu mon père depuis longtemps. C'est très important de toujours garder ce lien familial. La famille, elle permet normalement d'exercer toutes les valeurs morales. C'est-à-dire, par exemple, la valeur morale de, je pourrais dire, la protection. La protection, c'est très important. Tu n'es pas d'accord? Je vais terminer, après je te passe le micro. Tu ne veux pas t'exprimer? Non, je ne tiens pas. Mais de toute façon, le libre arbitre n'est pas inné. C'est une question d'éducation, c'est de la famille. L'éducation peut être bonne ou mauvaise. Tu vois, tu veux t'exprimer? Ce serait trop long, ce serait trop. Alors, prends 5 minutes et raccourcis. On t'attend. Donc, entre les choses qui sont
et les choses qui nous sont proposées, il y a beaucoup. Toi tu dis le libre arbitre, il n'est pas inné. Le libre arbitre est inné. La capacité à l'exercer n'est pas innée. Lui, il est inné. Le choix, c'est quelque chose. Dans l'éducation, c'est peut-être une déformation professionnelle. Je pense que l'éducation, c'est L'éducation, on va y venir. L'éducation, on va y venir. Mais le libre arbitre, la capacité de choisir, elle est offerte aux hommes. Et il y a des hommes que ça déstabilise et d'autres qui en usent inconsciemment. Et il y a des gens, effectivement, qui ont. Effectivement, le libre arbitre demande à être, on pourrait dire, affûté, précisé. Mais c'est quelque chose qui nous appartient, qui appartient à l'espèce humaine, qui peut autant lui nuire que l'élever. Oui, si on fait le mauvais choix, c'est logique. Mais Attends, oui, micro, voilà. Pour que tout le monde puisse t'entendre, Chantal. qui va dire où est le bon ou le mauvais choix? Comment à la base décide-t-on du bon ou du mauvais choix si on n'a pas d'éducation, pas de morale? Il y a le bon et le mauvais choix, il est donné par des choses très simples. Des choses très simples. Des choses qui passent par les sens. Tout simplement, c'est-à-dire que bon, on apprend à choisir au départ pour notre sécurité, quand l'homme n'était pas éduqué. L'homme a appris à agir en fonction de sa sécurité. Et après, petit à petit, il est venu à observer. Et petit à petit, nous avons apporté une notion d'éducation par le mimétisme ou l'empirisme. Et pourquoi y a-t-il des gens qui font toujours le mauvais choix? C'est un jugement. C'est injuste. C'est un jugement. Moi, personnellement, je ne juge pas, et je voulais en revenir tout à l'heure justement à dire que tout n'est question de bien. Si je peux me permettre, En fait, je pense que on peut quand même voir, essayer de ressentir si notre choix est bon ou pas, suivant la réaction ou suivant l'impact de nos choix. tout le monde ne se pose pas cette question. Tout le monde ne se pose pas cette question, mais si quelqu'un veut savoir, Avoir une éducation. bien sûr, et si quelqu'un veut savoir si son impact, s'il a fait le bon choix, c'est son impact qui va quand même le guider. S'il voit que ça apporte du bien-être, on a dit, la paix est proche du bien-être, c'est des valeurs proches. On a tendance à penser qu'on a fait le bon choix. Si on voit des pleurs, de la souffrance, là on sait. C'est quand même des choses assez instinctives. Après, il y a des gens. Tout le monde n'est pas foncièrement bon, tout le monde n'est pas bon sur Terre, et il y a des gens qui chercheront jamais. Moi, si je peux me permettre, je ne voudrais pas qu'on s'égare trop longtemps dans la polémique. Laurent, est-ce que, est-ce que tu penses à... Oui, je pense, mais on avance et le problème, c'est que c'est pour ça que j'essaie de poser les choses de manière construite. On s'exprime, mais on ne va pas se perdre dans la polémique. Voilà, oui, c'est Donc, on viendra à l'éducation, c'est très important. Je suis entièrement d'accord que c'est très important. Mais avant l'éducation, il faut déjà avoir la conscience des mots. Tu parles d'éducation, je connais peu de gens aujourd'hui qui ont une définition de la paix qui leur appartient. L'éducation, elle est aussi faite pour aider les gens à s'exprimer. Et c'est ce qu'on est en train de faire, ou d'essayer de faire, de préciser, et non pas de rappeler les choses qui nous perturbent, mais de rappeler les choses qui nous aident. Si moi je prends la parole ici, j'essaie de ne pas juger, je n'essaie que de faire du lien et d'aller dans le positif. Un processus de paix, c'est dans cette démarche. Vouloir dénoncer, ce n'est pas un processus de paix, c'est diviser. C'est diviser. Pourquoi c'est diviser? C'est-à-dire, nous on est bon, l'autre il n'est pas bon. On n'a pas. Je pense que le jugement, vraiment, nous écarte de l'empathie, et le jugement nous écarte de la fraternité, et le jugement nous approche de l'orgueil. Donc, je vais en revenir au lien entre la fraternité, l'égalité et la liberté. La fraternité, donc, dans le milieu familial,
qui est le premier groupe qui nous est offert pour vivre ensemble, la chose, pour moi, la primordiale, c'est la communication. Parce que la communication, c'est ce qui nous sert à nous exprimer. C'est ce qui nous sert à consulter. C'est ce qui nous sert à se concerter. Donc, le cadre familial, qui est un cadre privilégié, puisqu'il prévoit la sécurité du foyer, il prévoit la confiance, il prévoit tout ça. Dans ce moment-là, il devrait, pour toute personne acceptant la paix, permettre que nous nous rappelions les uns les autres de la priorité qui définit notre famille ou qui oriente notre famille. La famille des pacifistes, c'est la paix. Donc, si par exemple dans la famille, on observe une personne qui a un comportement néfaste, il est très important de lui rappeler, mais si cette personne-là, auparavant, n'a pas compris l'importance du rappel ou l'écoute, qu'elle ne prend les choses que comme des ordres ou comme des jugements, alors elle ne sera pas capable par la suite d'accepter la remarque et le rappel à la paix. Donc la première des choses à enseigner, c'est bel et bien la fraternité qui suggère que chacun d'entre nous puisse communiquer à l'autre sa frustration ou son besoin de paix, ou expliquer à l'autre qu'il est en train de s'égarer ou qu'il a marché sur le pied et qu'il s'est oublié. Ça, c'est pour la fraternité, c'est-à-dire qui permet le rapprochement et l'acceptation de l'autre de manière plus simple, parce qu'on se ressemble un peu quand même quand on est de la même famille. Après, je vais aller à l'égalité. Égalité, moi je défie qui que ce soit ici de prouver qu'il est égal à l'autre, disons, de manière physique. L'égalité est une valeur. Si la famille peut s'exercer et dans les valeurs morales et dans le monde physique, pour l'égalité, c'est impossible. Sur Terre, beaucoup ont essayé, ça n'a jamais fonctionné. L'égalité, elle est morale. C'est-à-dire que nous sommes égaux en droit naturel. Voilà. Et pour finir avec la liberté, la fraternité nous permet le rappel et l'échange de rappels. L'égalité nous rappelle, elle aussi, la proximité, l'égalité de l'autre, l'égalité en droit. Et si on unit les deux, elle va permettre à chacun par la suite, dans ce cadre établi par l'égalité que l'on peut rapprocher aussi de l'équité, si on rapproche de là, après peut nous permettre de pratiquer la liberté. La liberté, c'est quoi? Pour moi, justement, si je l'associe à la paix, au groupe qui est la famille, et si je l'associe à l'équité ou à l'égalité, alors la liberté, c'est de permettre à chacun d'exister, d'accéder au minimum vital et de s'exprimer. Chacun de nous peut avoir, même pas, au minimum une faiblesse et plein d'autres. Ces faiblesses, elles peuvent nous nuire personnellement, mais elles peuvent aussi nuire à autrui. À autrui, par exemple, l'avidité est une faiblesse qui peut nuire à autrui. On pourrait dire quelqu'un qui est trop à l'introversion, par exemple, peut nuire à la personne. La liberté, justement, c'est ça. C'est par le rappel et par la famille, et on peut rappeler à l'autre son égalité en droit et l'aider finalement à s'exprimer dans un cadre protégé. C'est pour moi comme ça que ça fonctionne. Nous pouvons être libres si nous acceptons l'égalité en droit et le droit à l'autre de nous rappeler de ne pas faire des erreurs. Dans ces conditions-là, les trois réunies, elles satisferont la paix. Le seul souci, c'est que j'entends énormément de gens parler de fraternité aussi. Mais toutes ces valeurs-là, elles sont définies où? Elles sont définies où? Dans les dictionnaires.
Mais est-ce que des gens, est-ce qu'on les manipulons souvent, mais est-ce que nous pouvons comme ça, d'un seul jet, dire, ah bah voilà, pour moi, la liberté c'est ça. Pour moi, l'égalité c'est ça. Effectivement, c'est là qu'intervient l'éducation. Et l'éducation, elle n'est pas là pour nous mettre des principes, elle n'est pas là pour nous mettre tout ça, elle est là pour nous donner les moyens de nous exprimer. Et c'est les réponses qui vont nous instruire. C'est les réponses des autres. On leur donne des mots, les autres nous répondent. À ce moment-là, si on accepte que ça soit fait pour la paix, on peut évoluer. L'éducation seule, elle ne suffit pas. Il faut l'expression et la communication. Alors pour la communication, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. L'écoute, par exemple, et plein d'autres. Et puis pour ça, je vais vous laisser entendre quelqu'un qui a un témoignage à communiquer, qui s'intéresse à la communication, qu'elle appelle non violente. Voilà. Donc je vais faire venir Floriane, si elle veut prendre la parole.